C'est ce que je ressens avec les personnes que j'accompagne. Elles sont dans un moment de vie extrême. Tout a pris du sens, un sens encore plus exacerbé parce qu'on sait qu'il reste peu de temps. Donc ce temps, on l'incarne pleinement, on le vit pleinement. La part d'écriture, en tout cas de se raconter pour qu'un témoignage écrit puisse être remis aux proches, est très importante. C'est le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous pouvez répéter? Philanthropique. Philanthropique. Je vous donne un peu de pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour. Ce goût, donc, qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Bonjour à tous, je suis Charlène Petit et aujourd'hui je reçois Christelle Cuinet, une femme de lettres qui a fondé l'association Traces de vie, ayant pour mission d'accompagner gratuitement par l'écriture les personnes malades ou en fin de vie, âgées, isolées ou encore en situation de handicap. J'avais envie d'initier une série d'entrevues avec des acteurs qui se battent pour défendre des causes orphelines, c'est-à-dire méconnues et sous-financées. Celles qui n'ont pas pignon sur rue et qui ne sont pas naturellement présentes dans l'esprit des donateurs par manque de visibilité ou tout simplement parce qu'elles semblent moins attrayantes. C'est notamment le cas des services qui accompagnent la fin de vie. Je vous propose donc un coup de projecteur sur le métier de biographe hospitalier, un métier en pleine structuration en France. J'ai entendu un jour qu'écrire, c'était conduire notre passé vers le présent. C'est aussi donner du sens à une vie. Je vous laisse en juger par vous-même et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Christelle Cuinet. Bonjour Charlène. C'est un plaisir de vous recevoir au micro de Philanthropio pour parler de votre changement de carrière et de votre nouvelle mission de vie à travers la mission de l'organisme que vous avez fondé. Vous êtes professeur de lettres de formation et avez enseigné jusqu'en 2016. L'écriture, c'est toute votre vie, c'est même le pont entre votre vie d'avant et celle d'aujourd'hui. Vous avez quitté l'éducation nationale pour vous consacrer entièrement à l'association Traces de vie que vous avez créée en 2011 et qui a pour mission d'accompagner gratuitement par l'écriture, les personnes malades ou en fin de vie, âgées, isolées, en situation de handicap, traumatisées ou confrontées à la situation d'un proche. Donc il s'agit de l'entourage familial, des fratries, des aidants. En 2018, un documentaire qui s'intitule « À la mort, à la vie » a été tourné sur votre travail pendant 1 an. Et en 2019, vous avez reçu le coup de cœur du jury du prix Solidarité du magazine Version Féminin. Vous en avez reçu beaucoup d'autres, mais notamment celui-ci. Et en octobre 2021, vous avez publié aux éditions Michel Lafon « Se sentir vivant », un formidable témoignage qui retrace la genèse de votre reconversion professionnelle et de votre association. Alors c'est un petit peu le sujet dont on va parler aujourd'hui. Mais pour commencer, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu comment la graine de votre projet a germé. Votre changement de parcours, c'est un petit peu une histoire de prédestination, mais aussi de prémonition. Effectivement, je pense que plusieurs facteurs ont favorisé ce changement professionnel. Le premier, je dirais que c'est dans ma famille, puisque j'étais amenée plus jeune à accompagner mon grand-oncle qui était missionnaire en Afrique et qui me racontait des histoires de ses périples là-bas. Et puis ma grand-mère aussi, que j'ai accompagnée sur sa fin de vie. Donc j'avais repéré que les anciens, en tout cas les anciens comme je les appelle, me racontaient des choses qu'ils ne racontaient qu'à moi. Et puis j'ai eu aussi l'occasion, un peu plus tard, âgée d'une 30aine d'années, d'accompagner ma meilleure amie dans sa fin de vie, de prendre conscience à ce moment-là de ce qu'étaient les soins palliatifs et des douleurs, des non-dits qu'il y avait dans ce moment de la vie où l'on va bientôt partir et où la pudeur empêche de dire des choses aux familles, aux proches. Et à cette époque-là, je ne l'ai pas accompagnée par l'écriture, je l'ai simplement accompagnée par la lecture d'ouvrages, je lui faisais des massages, mais j'avais conscience de cette souffrance et je me suis dit peut-être qu'un jour je ferai quelque chose en soins palliatifs, mais je ne savais pas encore quoi. Et puis en 2010, le projet s'est dessiné un soir pas comme un autre. J'ai eu cette idée, j'ai tricoté un petit peu toute la nuit dans ma tête les compétences que j'avais acquises avec mon métier d'enseignante.
avec ma formation littéraire. Et puis l'écoute, qui était quelque chose d'important pour moi. J'avais toujours adoré accompagner les anciens, les personnes âgées. Et je me suis dit, je crois que c'est le moment de proposer un travail d'écriture aux personnes en soins palliatifs et aux personnes malades. Et vous le dites d'ailleurs dans votre livre, puisque vous avez tissé une relation très particulière avec votre grand-oncle et aussi votre grand-mère maternelle. Ça a été votre plus grand regret finalement de ne pas retranscrire tout ce qui vous avait été transmis et de ne pas avoir gardé trace de tous ces témoignages. Oui, c'est exactement ça. C'est ce constat de se dire toute cette parole s'est envolée. Qu'est-ce qu'il me reste? Des bribes, des petits souvenirs, mais rien par rapport à la teneur et à la richesse de ce qui m'avait été raconté. On croit qu'on va se rappeler, mais on ne se souvient que de quelques bribes, comme je le disais. Et ça a été une grande frustration. Et je me suis dit, il faut proposer un projet qui retrace vraiment l'écrit reste. Et puis il y a l'objet livre aussi qui est important aussi pour moi, puisque j'adore les livres depuis mon enfance. Il n'y a rien de plus beau qu'une belle bibliothèque bien remplie. Et ces livres vont en tout cas voyager ensuite. Ils vont rester dans la famille. Ce sera une trace de cette transmission. Et vous êtes passionnée de correspondance également. Vous avez beaucoup entretenu des relations épistolaires finalement avec votre grand-oncle. Oui. Et aussi avec une de ses amies, je crois. Oui. Qui travaillait dans l'humanitaire. C'est ça. Marthe Frega, qui travaillait pour les léproseries en Afrique, que j'ai connue quand j'étais jeune. J'avais peut-être 8 ou 9 ans quand je l'ai connue et on a eu une relation très forte. C'est une femme, je pense qu'on s'est reconnus. On s'est peu vus dans notre existence, mais on s'est écrit. Et puis j'ai eu la chance aussi, ça je ne l'ai pas raconté dans mon livre, mais j'ai eu la chance de proposer à mon grand-oncle sur la fin de sa vie de le remmener voir cette femme. Et ils ont passé une semaine ensemble. J'étais avec ma maman, on a fait une semaine à 4 et on les a vus heureux de se retrouver. Et ils ne se sont plus jamais revus, mais ils ont passé cette semaine ensemble. C'était chouette. Alors, vous avez inventé le métier de biographe hospitalier, qui consiste donc à retranscrire la parole de personnes en fin de vie ou malades dans un livre qui sera remis à leurs proches. C'est en quelque sorte un accoucheur de mots, un passeur de mémoire. Comment décririez-vous votre métier et quelles sont les compétences nécessaires à sa pratique? Alors, je voudrais juste revenir sur... parce que quand vous dites que je l'ai inventé, ce métier, en fait, il existait déjà puisqu'il y avait Valéria Milewski qui avait créé Passeur de mots, Passeur d'histoire. Simplement, je la connaissais pas quand j'ai pensé à mon projet. Et c'est une amie qui m'a dit « Mais tu sais, ce métier existe ». Et donc, Valéria travaillait davantage en soins palliatifs adultes. Et puis ensuite, quand j'ai commencé, je me suis vite tournée vers les enfants. Enfin, j'ai accompagné adultes et enfants. Voilà, je voudrais quand même rendre à César ce qui lui appartient. Donc, Valéria était la pionnière en France. D'ailleurs, on est en contact avec Valéria. Pour revenir aux compétences, il en faut de multiples parce qu'il y a déjà des compétences techniques qui sont celles de l'écriture, bien sûr. C'est pas une mince affaire, finalement. Parce que je vois que je suis en train de former des biographes qui n'ont pas forcément un bagage littéraire à proprement parler, qui n'ont pas forcément fait d'études littéraires. Parfois, je me rends compte que c'est un problème pour certaines. Il faut évidemment des compétences d'écriture, mais pas que, puisque le métier tel que je l'ai en tout cas envisagé est de respecter au maximum la parole de la personne. Malgré tout, il faut passer d'un témoignage oral à un témoignage écrit. Il y a tout un travail subtil d'écriture qui est de respecter, donc de ne pas dénaturer, mais quand même de faire une production qui se lise facilement et qui soit agréable à la lecture. Donc ça, c'est la première chose, c'est ces compétences techniques à acquérir. Ensuite, les compétences humaines, évidemment, il y en a de multiples, l'altruisme, la bienveillance, je dirais beaucoup d'humilité aussi, savoir se mettre à l'écoute. L'écoute, c'est une vraie qualité, une vraie compétence qui n'est pas donnée à tout le monde. Beaucoup de gens ne savent pas écouter, ils savent parler d'eux, mais pas d'écouter. Et ça, je l'apprends vraiment en formation. C'est très important d'être à l'écoute, de ne pas avoir la mauvaise tendance de se raconter au lieu d'écouter l'autre se raconter. Donc, c'est vraiment se mettre au service d'eux.
Et puis, c'est évidemment beaucoup d'engagement et d'adaptabilité, puisque on s'adapte à une personne malade qui subit des soins. Et donc, on est à son service, on s'adapte à son rythme, à sa maladie, aux soins qui lui sont administrés. Et il faut beaucoup de flexibilité pour faire ce métier. Vous parlez aussi de neutralité bienveillante ou comment trouver la bonne distance finalement avec celui que vous appelez le narrateur et non le malade. Ne pas trop s'attacher et en même temps pour faire preuve d'empathie. Comment on gère ça dans une relation biographe-narrateur ? Oui, c'est une vraie question. Je dirais que la neutralité est très importante, même si on sait très bien qu'on ne peut jamais être totalement neutre. Il y a des gens avec qui on aura un meilleur feeling qu'avec d'autres. Mais il faut passer outre le jugement, par exemple. On n'est jamais dans le jugement, évidemment. Et puis, on fait en sorte d'être neuf. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'envisage le métier. À chaque fois que je vais rencontrer une personne, je me dis c'est une nouvelle aventure. Je suis dans l'ouverture totale. Je ne m'imagine rien en amont. Je ne prévois rien. Je n'anticipe rien. Je ne prépare pas mes entretiens, mes interviews. Tout se fait vraiment dans la spontanéité et l'intuition qui est vraiment une part importante aussi du métier, je dirais. Quand on est vraiment dans l'écoute de l'autre, il y a une espèce d'alchimie qui se produit dans ce moment, dans cette dualité, ce moment à deux. On ressent beaucoup de choses, en fait, qui nous permettent de nous adapter, de faire des propositions aussi. Si la personne est fatiguée, si elle ne trouve pas ses mots, on peut l'aider à accoucher de certains mots. La plupart du temps, ce n'est pas nécessaire. Les gens ont beaucoup de choses à raconter par eux-mêmes, sans notre aide, mais parfois on a aussi des personnes qui ont des problèmes cognitifs, donc on les aide un petit peu plus. Et vous racontez aussi dans votre livre que c'est un peu une course contre la montre. Ça aussi, c'est difficile à gérer quand on entame un projet d'écriture et que malheureusement le sort en décide autrement et ce projet est inachevé. Comment on prend sur soi ? Comment on arrive finalement à laisser aller et rentrer chez soi le soir en se déchargeant de toute cette charge émotionnelle, parce que c'est quand même, on reste humain. Oui, ce que je cherche à faire, ce que je ne cherche pas à faire justement, c'est ne rien prévoir, comme je le disais. En revanche, je vais toujours mettre les personnes en soins palliatifs en priorité. Donc, je sais que si j'ai une situation palliative, il faut que je travaille vite. Donc, je vais me mettre à disposition plus facilement, quitte à voir la personne tous les jours pendant une semaine, si je sais que le temps est compté. Malgré cela, parfois, il y a des décès qui n'empêchent pas de restituer ce que l'on a produit avec la personne à la famille. Donc ça, c'est très important pour moi de laisser trace. Et puis, concernant l'émotionnel, évidemment, on encaisse beaucoup de choses. C'est plutôt des choses positives, la plupart du temps. Il ne faut pas croire que c'est un métier triste. Et au contraire, il se passe plein de beaux moments, plein d'échanges. C'est plutôt agréable en temps normal. Maintenant, on voit aussi des choses difficiles. On voit des pathologies lourdes. Je pense par exemple aux maladies de Charcot, qui sont des maladies très, très rudes et on est confronté à ça. Alors je dirais que le moment de retour chez soi, le sas de la voiture est important. Il permet de poser les choses avant de rentrer à la maison. Et puis, à côté, il faut avoir une vie bien équilibrée. Pour ma part, j'habite à la campagne, j'aime beaucoup la nature, je vais me ressourcer dans mon jardin, dans la forêt. Enfin, il y a ça qui est très important à côté. Est-ce que vous avez déjà ressenti le besoin d'être accompagné à votre tour pour pouvoir encaisser tout ça ? Oui, bien sûr, j'ai un superviseur. C'est un conseil aujourd'hui que je donne aux personnes que je forme, de ne pas trop attendre, parce que moi, j'ai beaucoup attendu avant d'aller voir quelqu'un. Parce que j'avais la sensation que je n'en avais pas vraiment besoin, parce que j'encaissais plutôt bien tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais. Mais finalement, c'est très insidieux, ça vous traverse, toutes ces histoires vous traversent, et puis ça fait certainement des sortes de couches, de strates qui s'accumulent, et puis un jour qui n'est pas comme un autre, on vit une situation plus difficile, et là, tout peut ressortir. Donc je conseille vraiment aux personnes que je forme de trouver un superviseur dès les premiers accompagnements pour pouvoir décharger des choses, à leur tour se raconter auprès d'un personnel efficace et professionnel en fait.
Alors, vous vous êtes battu pour faire exister ce métier. Au début, on accueille votre projet avec enthousiasme, mais on ne vous cache pas que l'hôpital ne vous aidera pas à le mettre en place. Et quant au financement, c'est un petit peu la croix et la bannière. Vous vous faites dire soyez bénévole ou faites payer les familles, ce à quoi vous refusez catégoriquement. Quel bilan faites-vous de ce parcours du combattant et où en sommes-nous au sujet de la reconnaissance du métier de biographe hospitalier ? Alors, c'est une question vaste parce que c'est vrai que 10 ans ont passé, je ne les ai pas vus passer, mais je pense que je ne les ai pas vus passer parce que j'ai été très occupée, vraiment très occupée. Un combat difficile aussi, effectivement, une reconnaissance qui n'est pas encore acquise, même sur notre propre territoire. Je dirais qu'en Bourgogne-Franche-Comté, les professionnels nous connaissent, nous reconnaissent, mais les financeurs ne sont pas forcément au rendez-vous. On a quelques financements publics, mais très très peu. On a des fonds plutôt privés. Chaque année, c'est un nouveau combat pour obtenir les fonds suffisants pour accompagner le maximum de personnes. Donc, c'est un combat de tous les jours, même 10 ans plus tard. Je ne veux pas dire qu'on est au même point qu'au départ, puisqu'on est connu. On a essaimé aussi sur le territoire national. On a une biographe à Lille, on a une biographe à Saint-Nazaire, on a une biographe à Dijon et une à Besançon. On est 5 sur le terrain à l'heure actuelle, plus d'autres qui sont en formation. Il faut se battre sur notre territoire, il faut se battre sur les territoires des personnes qu'on a formées. Il faut sensibiliser l'opinion publique et ça, c'est encore un nouveau combat. Alors qu'on mène aussi avec Passeur, puisqu'on s'est rapprochés pour essayer de faire reconnaître le métier au niveau national et au niveau des ministères. On est en train de travailler sur un plaidoyer commun pour faire reconnaître le métier de biographe hospitalier. Vous avez mis en place un programme de formation certifiant et qui, je crois, va diplômer à peu près une douzaine de personnes d'ici à septembre 2022. Ça va participer aussi à faire émerger cette profession et reconnaître ce métier auprès du corps médical, mais aussi du grand public. Oui, effectivement, cette formation est importante. Elle a été mise en place il y a un peu plus d'1 an maintenant. Mais il a fallu bien 2 ans pour la penser, la réfléchir, trouver les professionnels, même si je les ai très vite trouvés, puisque finalement tous les professionnels qui interviennent dans la formation sont tous les médecins et les soignants avec lesquels je travaille depuis 10 ans. Ils ont tous répondu oui à la grande aventure. Donc ça, c'était plutôt sympa. Et puis on s'est attaché à un organisme de formation lillois qui est Formaction Partenaire, qui nous a aidés à mettre en place ce projet, ce grand projet de formation, donc à visée certifiante. On n'a pas encore la certification, mais c'est en cours. Cette certification sera rétroactive pour les personnes qui auront été formées déjà l'année dernière. Une avancée de plus, une petite pierre à l'édifice. Alors, vous parliez de la difficulté de trouver du financement. Est-ce que vous avez le sentiment que votre profession de foi, si je peux l'appeler ainsi, a été comprise par les bailleurs de fonds, ou plutôt de porter une cause orpheline, en manque d'amour, encore trop méconnue et sous-financée? La biographie hospitalière est encore trop méconnue, évidemment, trop méconnue. J'étais moi-même ce matin à l'hôpital de Nancy à la rencontre d'une cadre qui a découvert le métier et qui était vraiment agréablement surprise de savoir que cela existait et qui m'a dit tous les bénéfices qu'elle imaginait déjà pour les enfants de son service. Donc effectivement, c'est un métier peu connu, pas reconnu, et tout le combat reste à mener pour le faire se développer. Et puis que aussi, ça c'est ce qu'on espère, que par exemple les mutuelles, la sécurité sociale participent à ce projet, à ce grand projet, qu'elles le financent, qu'elles aident au financement, puisque ça nous aiderait énormément, bien sûr, que cela fasse partie d'un panier de soins, par exemple, pour un adhérent d'une mutuelle. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un petit peu l'idée derrière ça que les gens ont du mal à s'identifier à cette cause en raison du tabou autour de la fin de vie et de la mort ? Oui, évidemment. C'est ce que je voulais ajouter peut-être, que cette société, notre société, depuis des décennies, est dans ce tabou de la mort. On ne parle plus de la mort. On ne montre plus un mort à un enfant. La mort est même défamiliarisée, je dirais. J'invente un mot peut-être, mais on meurt à l'hôpital, on meurt dans un couloir des urgences, y compris beaucoup les personnes âgées, c'est le cas souvent. On ne meurt plus en famille, entouré des siens, on meurt parfois seul.
Je crois que la biographie hospitalière, en amont de cette mort, vise à recréer du lien aussi dans les familles, à proposer un projet innovant dans un service hospitalier ou dans un EHPAD, à valoriser ce moment de la vie qui est encore la vie. Est-ce que vous avez déjà pensé à mutualiser vos forces avec un organisme dont la mission est proche de la vôtre ? Je pense par exemple au Rire Médecin, qui offre des moments de joie et de distraction aux enfants hospitalisés, mais aussi à leur entourage familial, grâce à des comédiens clowns. On n'a pas contacté, je crois, le Rire Médecin depuis que l'on existe, mais on a contacté de nombreux organismes, de nombreuses associations qui, comme la nôtre, œuvrent dans les services hospitaliers. On a tous le même combat à mener de la recherche de financement. Donc c'est très difficile d'être aidé par une autre association qui elle-même cherche des financements. C'est pour ça qu'on se tourne beaucoup vers des fondations. Mais peut-être qu'en créant un programme conjoint, ça pourrait avoir un effet de levier auprès de bailleurs de fonds ou une mutualisation pour créer un événement bénéfice ou quelque chose qui pourrait être gagnant-gagnant finalement pour les deux. Je voulais revenir un petit peu en arrière. Au démarrage du projet, vous avez dû convaincre le comité d'éthique de l'hôpital Minjos qui vous a demandé de travailler sur une charte éthique. Quelles sont les règles qui dictent votre pratique au quotidien ? Alors, la charte, donc, elle a été écrite il y a une petite dizaine d'années. Elle a été écrite sous le regard bienveillant de Sandra Frache, qui était pédiatre de l'équipe ressources soins palliatifs pédiatriques de l'hôpital Minjos, et puis sous le regard bienveillant de Régis Aubry également. On l'a reprise à plusieurs moments, on l'a relue, réécrite, retravaillée, modifiée un petit peu. La charte, elle indique quel est le rôle du biographe, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Donc c'est vrai que d'un point de vue éthique, il y a des valeurs à respecter. On n'est par exemple ni un soignant, ça on le dit bien, ni un psychologue, ni un confesseur. Enfin, voilà, on a un rôle bien spécifique à tenir, à jouer auprès de la personne. Donc, la charte, elle vise à présenter le biographe, à dire ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Bon, les valeurs de bienveillance, comme je le disais tout à l'heure, enfin, ce qui recoupe un petit peu certaines compétences du métier. On ne reçoit pas de dons du malade, on ne reçoit pas de cadeaux, on n'est pas légataire universel d'une succession. Enfin, voilà, toutes ces choses-là qu'on inscrit dans la charte. Et cette charte, vous la faites lire aux personnes que vous accompagnez avant d'entamer le processus de rédaction du livre ? Oui, elle fait partie d'un petit dossier qu'on remet à la personne qui doit lire la charte, la signer en accord avec ce qui est écrit dessus. Dans votre témoignage, vous dites que le livre ne sert pas uniquement à faire du bien à celui qui l'écrit, il est aussi un baume pour les vivants. Comment mesurez-vous l'impact de votre accompagnement auprès des bénéficiaires directs et indirects ? L'impact, on le mesure avant, pendant et après la biographie. Donc, on remet des questionnaires aux personnes qui ont écrit ou qui font leur livre avec nous, et puis on le remet aussi aux familles. Et on recueille tous ces questionnaires qu'ensuite on étudie. On fait des pourcentages de telle personne. Alors, pour l'instant, on n'a pas vraiment de gens qui ne sont pas contents. Enfin, je n'en connais pas. On n'a eu que des retours positifs, bien sûr, des personnes accompagnées et puis des familles surtout qui reçoivent les ouvrages, des parents d'enfants malades qui nous disent à quel point ils ont vu leur enfant évoluer au cours de l'exercice de se raconter à travers la fiction, puisqu'avec les enfants, on travaille souvent sur une fiction. Donc, on a des retours effectivement très positifs de nos actions. Et on a aussi des questionnaires soignants qu'on est en train de mettre en place parce qu'on a eu des retours de soignants très positifs. Donc, voilà, on est aussi en train de mettre en place des questionnaires pour eux. Et dans les différents témoignages que vous recevez, les bénéfices sont très palpables. Certaines personnes disent « Mon Dieu, c'est extraordinaire, j'ai l'impression d'avoir découvert mon père, d'en avoir plus appris dans ce livre qu'en 50 ans », ou des personnes qui disent que ce projet d'écriture a permis de prolonger de quelques jours ou quelques semaines la vie de la personne. Il y a un côté un peu intangible dans tout ça, parce que on ne peut pas avoir des indicateurs très objectifs. Mais les témoignages permettent quand même de prouver la valeur de votre travail et les bienfaits que ça amène, pas seulement pour le patient, pour le malade, ou la personne en fin de vie, mais aussi pour l'entourage.
Est-ce que vous sentez que ça vous aide dans vos démarches de levée de fonds, par exemple ? Alors, ces questionnaires sont effectivement très importants pour nous, pour les levées de fonds. C'est pour ça qu'on les recueille. Ce sont des arguments supplémentaires pour convaincre nos financeurs des bienfaits et de l'utilité de ce service. Ce que je voudrais ajouter, c'est que j'ai souvent eu des témoignages de soignants me disant « voilà, on vous a demandé d'intervenir pour cette personne parce qu'elle était vraiment en fin de vie et qu'on pensait qu'elle allait bientôt mourir. Et puis, le fait d'être dans un projet d'écriture et de savoir qu'elle allait transmettre à ses proches, alors on ne sait pas dire si effectivement c'est ce projet qui a provoqué cela, mais la personne va vivre 1 mois de plus, 2 mois de plus, va réinvestir son temps présent, va revoir ses proches, va pouvoir parler de son livre. Voilà, on a vu des choses comme ça. Et puis, je me souviens aussi d'Evelyne qu'on voit dans le documentaire. Evelyne, elle était en fin de vie, suivie en soins palliatifs par l'hospitalisation à domicile. Et Evelyne avait dit à ses filles, de toute façon, j'attends mon livre et je meurs. Et puis, j'ai eu un coup de fil à la maison de son infirmière référente qui m'a dit « Quand est-ce que vous pensez donner le livre à Evelyne ?» Je lui ai répondu « Normalement, c'est prévu la semaine prochaine. » Elle m'a dit « Ce sera trop tard. » Donc, j'ai appelé l'imprimeur, le livre était fini, on a fait des pieds et des mains. Dans la journée, je suis allée récupérer les livres. Je les ai emmenés à Evelyne. Je l'ai vue sur son lit d'hospitalisation dans son domicile. Elle était vraiment en fin de vie. J'ai eu le temps de lui remettre son livre, de lui parler, de lui montrer, même si ses yeux étaient déjà un peu partis. Et puis, elle est décédée 2 heures plus tard. Voilà, donc ces filles m'ont dit, elles nous l'avaient dit, elles nous avaient dit « j'attends mon livre et je meurs ». C'est exactement ce qui s'est produit. Elle s'est autorisée à mourir après la réception de son livre. Voilà, elle savait que le livre serait transmis à ses filles, à ses enfants, à son fils aussi, à ses petits-enfants. C'était très important pour elle, ses petits-enfants, elle en parlait beaucoup. D'ailleurs, elle a transmis beaucoup de recettes de cuisine familiale dans son ouvrage. Donc c'était important pour elle et elle a attendu cet ouvrage pour décider de lâcher. Alors, quelle est la différence d'approche d'écriture entre un adulte, un enfant et un adolescent ? L'adulte, on va donc lui proposer d'écrire sa biographie, donc sa vie, une partie de sa vie, la partie de son choix, les parties de son choix. Voilà, il va se raconter. Et puis, parfois, il va aussi raconter la maladie, même assez souvent. Ça fera partie, en tout cas, du récit. L'adolescent, on lui propose les deux. On lui propose soit de raconter une partie de sa vie, puisque l'adolescent choisit souvent de raconter sa maladie, ou alors la fiction. La plupart des ados choisissent la réalité. En fait, ils saisissent cette opportunité de pouvoir se raconter dans un moment de leur vie où ils se taisent. Puisque pour protéger leurs parents, ils ne racontent pas ce qu'ils vivent dans cette période d'hospitalisation, qui est une période de grande souffrance pour eux, qu'ils ne vivent pas du tout comme un enfant qui est dans le temps présent, qui prend les choses comme elles viennent. L'adolescent, il est très conscient de sa possible mort, et donc il se renferme sur lui-même. Et le livre est l'occasion de partager ce qu'il vit, de parler de ses émotions. En tout cas, le biographe peut l'aider à accoucher de ses émotions. Et ça, c'est très intéressant. L'enfant, au contraire, on le projette dans une fiction, donc un héros avec un prénom, un âge, un super pouvoir, un lieu de vie. Et puis, il va se raconter à travers cette fiction. Et là, on va avoir différentes possibilités. On va avoir des enfants qui vont investir pleinement la fiction. On va avoir des enfants qui vont, comme Charlotte, il y a à peu près 1 an et demi, une petite fille étonnante de 9 ans que j'ai vue pour la première fois à l'hôpital, qui m'a dit l'héroïne c'est moi et puis c'est mon histoire. Et en fait, en 1 heure, elle m'a raconté toute la maladie. Et c'était assez impressionnant. Enfin, c'est une petite fille qui m'a vraiment beaucoup interpellée parce que c'était la première enfant qui racontait avec autant de vigueur et de légèreté en même temps ce moment de vie, de maladie. Et puis, on a les enfants qui vont choisir la fiction-réalité. Donc, ils racontent leur maladie à travers un héros qui a des super pouvoirs et qui est capable de transcender cette maladie. Donc finalement, ce livre peut prendre une diversité de
de forme, de format? Ça peut être des illustrations, des recettes. Il n'y a pas vraiment de limite à la créativité autour de ce projet d'écriture? Alors, il y en a quand même un peu parce que tout n'est pas possible toujours. Au niveau des formats, on a par exemple parfois fait des formats un peu exceptionnels, mais qui demandaient beaucoup de travail et puis d'inventivité et qui n'étaient pas faciles à la manipulation. Je pense à un projet de quelqu'un, on avait fait un grand livre en A3 avec de très belles aquarelles qu'il avait produites pendant le parcours, mais ça n'a pas été un projet facile à réaliser. Aujourd'hui, on se recentre un petit peu plus sur des formats classiques, entre guillemets. En revanche, la personne va choisir la couleur, va choisir... on s'oriente aujourd'hui aussi sur des ouvrages cuir. La personne va choisir la couleur du cuir, si elle veut du papier, du cuir, que du papier. Enfin, voilà. La typographie aussi? La typographie, on leur propose pas tellement. On essaie de faire au mieux. Enfin, voilà. De standardiser. Voilà, de standardiser un petit peu. Enfin, sur certains projets ados, on adapte vraiment. On fait une typographie spécifique aussi. Et c'est très sympa. Les couvertures aussi qui sont faites par... Affiche-moi le camp, donc un de nos prestataires qui est en Franche-Comté, qui nous fait des très belles couvertures pour enfants en typographie à l'ancienne et qui va choisir des lettres spécifiques, enfin qui va mettre en forme et c'est très chouette. Alors je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, mais est-ce que vous avez déjà songé à recourir à l'audio pour transmettre les histoires des narrateurs ? Alors on y a songé, même si pour nous le livre reste l'objet principal. L'objet de transmission, l'objet qui reste. Maintenant, voilà, on ne propose pas spécifiquement l'audio. En revanche, on a eu des demandes, c'est arrivé 3 fois, je crois, d'adultes qui nous ont dit, voilà, j'aimerais qu'un passage de ma voix soit transmis sur clé avec le livre. Donc ça, on le fait. Et la plupart du temps, les gens d'ailleurs nous disent, mais je veux pas que vous preniez un extrait de nos interviews, mais je veux enregistrer quelque chose de spécifique. Et c'est comme ça que ça se fait. Souvent, la personne enregistre avec nous un petit passage qu'on met sur clé pour elle. Et vous avez jamais eu quelqu'un qui vous a demandé d'enregistrer un podcast, par exemple, pour sa famille, ses enfants, ou quelque chose de plus fluide et spontané encore, qu'on retrouve dans l'oralité. Et puis il y a ce côté aussi très intime. C'est particulier d'écouter la voix de quelqu'un qui a disparu. C'est Bien pas sûr. pour rien que souvent certaines personnes appellent les répondeurs des personnes disparues pour se reconnecter à ce timbre de voix. Donc c'est pour ça que je me posais la question par rapport à l'univers audio. Non seulement à le vent dans les voiles, qui est de plus en plus démocratisé comme format, mais je me demandais si c'était une approche qui était complémentaire ou si c'était une demande croissante de la part des personnes que vous accompagnez. On n'a eu aucune demande dans ce sens-là. Maintenant, on est très ouvert et si on l'a, on le fera certainement. Voilà, je pense qu'on saura s'adapter aussi aux nouveaux besoins. Alors en 10 ans, vous avez étoffé votre mission au fil des rencontres et de votre intuition, puisqu'au départ, vous accompagnez essentiellement des personnes en fin de vie, des enfants. Puis petit à petit, votre intervention s'est élargie auprès des personnes âgées, isolées, des personnes handicapées. Quelle a été l'évolution de la demande pour vos services, en revanche ? Est-ce que vous refusez beaucoup de demandes d'accompagnement ? Est-ce que vous avez une liste d'attente ? En théorie, on ne refuse aucune demande, sauf si à la première rencontre, on se dit non, le projet n'a pas été compris. Je peux donner un exemple concret, quelqu'un qui aurait écrit déjà un livre en 10 tomes, qui nous dit il faut me taper ça. Bon, c'est pas le travail de Traces de vie. Nous, on est vraiment dans l'accompagnement en live, on va rencontrer la personne, on passe du temps avec elle et c'est ce temps qui est important pour elle, c'est ce temps qui lui est accordé. Donc on n'a pas pour mission de retaper des textes déjà créés. Oui, parce qu'il faut le préciser, c'est quand même aussi avant tout du soin. Ça participe d'un parcours de soins. Alors ça fait partie d'un parcours de soins. On prend soin d'eux, mais je ne dirais pas que c'est du soin. Voilà, en tout cas, je l'envisage pas vraiment comme ça, même si c'est vrai que de plus en plus, on parle des soins de support et qu'on est dans un soin de support. Je pense qu'on fait du bien à la personne tout simplement parce qu'on est là, parce qu'on l'écoute,
qu'on lui accorde du temps que les soignants n'ont pas d'ailleurs. Et les soignants, c'est pour ça qu'ils sont très contents de nous faire intervenir, parce qu'ils savent que ce temps qu'ils n'ont pas, nous, on le leur donne et on est à l'écoute pleinement. Donc, c'est pour ça que ça marche très bien. Au début, il y avait un service, puis 2, puis 3, puis 5, puis je crois qu'aujourd'hui, on est à 8 ou 9 prescripteurs rien que sur la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on a beaucoup de demandes. Il y a eu un moment où on avait une liste d'attente assez importante parce que j'étais encore seule sur le territoire pour répondre à toutes les demandes. Aujourd'hui, on est 3 sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté, donc on n'a plus de liste d'attente ou alors une personne qui va attendre 1 mois environ, mais voilà, on est vraiment aujourd'hui en capacité de répondre à toutes les demandes sur notre territoire. En fait, on a accompagné plus de 150 personnes en 10 ans, mais les bénéficiaires, c'est aussi, puisqu'on fait 10 livres, donc il y a les bénéficiaires, c'est toutes les familles, sans compter que certaines familles font réimprimer plus d'ouvrages. D'accord. Donc on a des familles qui nous commandent 50, 100 ouvrages. Et ce livre va essaimer, va être lu. Donc, il y a des bénéfices aussi pour l'entourage dans la production qui est offerte. D'accord, donc 1600 personnes sont les bénéficiaires directs et indirects du projet. D'accord. Comment la pandémie a impacté votre activité ? La pandémie n'a pas vraiment impacté mon activité parce qu'on était justement dans une période où on avait eu beaucoup de personnes en liste d'attente et donc j'avais entamé plusieurs accompagnements en même temps. Ce qui fait qu'au moment de la pandémie, il y a quelques accompagnements qui ont été terminés par téléphone. Ça, on a pu le faire. Heureusement qu'on a pu le faire parce qu'avec quelqu'un qui aurait eu des difficultés d'élocution, ça n'aurait pas forcément été possible. Mais là... ça s'est plutôt bien passé dans ce sens-là. Et puis, j'avais beaucoup de travail d'écriture, puisque j'avais accompagné plusieurs personnes en même temps. J'avais tous les livres à faire, ce qui fait que dans la période de confinement, j'ai passé beaucoup de temps derrière mon écran à travailler les ouvrages en question. Et puis, j'ai fait quelques accompagnements par téléphone, y compris un enfant d'ailleurs en soins palliatifs. Et on a pu finir son livre avant son décès. Est-ce que vous avez accompagner des personnes en fin de vie malades du Covid, par exemple, et permis aux familles qui n'avaient pas la possibilité d'être présents pour leurs derniers jours, de traverser finalement cette épreuve ? Alors, je n'ai pas accompagné de personnes en soins palliatifs qui avaient le Covid, mais j'ai accompagné 3 personnes en soins palliatifs pendant cette période de confinement. Simplement, elles étaient en soins palliatifs, mais à domicile. Donc, c'est des personnes qui avaient la chance, entre guillemets, d'être accompagnées de leur famille, qui n'étaient pas isolées à l'hôpital. Et j'ai pu terminer les accompagnements dans ce sens-là. Parce qu'à l'hôpital, effectivement, je ne pouvais plus intervenir. Tout était fermé. Alors, vous l'avez un petit peu mentionné tout à l'heure, vous avez essaimé sur le territoire. Actuellement, donc, vous êtes 3 biographes au sein de l'association. Vous offrez des accompagnements à Dole, Dijon, Besançon, Lille, Nantes. Quels sont vos objectifs de croissance et quelle est votre vision pour la prochaine décennie ? Alors, on est 3 sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté et puis il y a donc 2 autres personnes sur les territoires de Lille et sur Saint-Nazaire. Donc, on est 5. Ce que je souhaite pour les 10 ans à venir, c'est de former chaque année au moins 8 personnes nouvelles sur d'autres territoires, de développer le service en pédiatrie. Ce serait très chouette parce que je me rends compte de tous les bénéfices que cela apporte, mais pas que, en pédiatrie, en soins palliatifs, dans des unités aussi de cancérologie ou d'hématogreffe, par exemple. C'est aussi... Je vois, j'ai fait un bon travail d'accompagnement en service d'hématogreffe adulte. Ça marche très bien parce que ce sont des gens qui sont enfermés pendant plusieurs semaines et qui sont vraiment en souffrance de cet isolement. Donc, c'est vraiment des services où on peut intervenir. On espère qu'une chose, c'est de grandir, de se développer, mais surtout d'être reconnu et d'être soutenu financièrement dans notre travail. Alors, j'aimerais vous faire réagir à une citation de Sylvain Tesson, qui vient de publier d'ailleurs Noir, texte et dessin, un livre sur la mort, conçu comme un hymne à la vie. Il déclare « Ma vie, c'est la tentative de raconter par des mots tout ce que je vis. Raconter les sensations qu'il éprouve, les émotions qui le traversent, les situations qu'il vit, les rencontres qu'il fait. Il a l'impression que ce n'est pas vraiment vécu si ça n'est pas écrit. Sinon, ça se volatilise dans l'indicible.
Est-ce que cette idée résonne en vous à la lumière de votre expérience de biographe hospitalière ? Alors évidemment, ça résonne en moi. J'aime beaucoup Sylvain Tesson. Je ne connaissais pas la sortie de ce livre, mais je vais me jeter dessus. C'est ce que je ressens avec les personnes que j'accompagne. Elles sont dans un moment de vie extrême. Tout a pris du sens, un sens encore plus exacerbé parce qu'on sait qu'il reste peu de temps. Donc ce temps, on l'incarne pleinement, on le vit pleinement. La part d'écriture, en tout cas de se raconter pour qu'un témoignage écrit puisse être remis aux proches, est très importante. J'ai eu des conversations vraiment parfois spirituelles avec des personnes en fin de vie, et spirituelles dans le sens où, par exemple, je pense à Elisabeth qui vivait sa spiritualité à travers la nature, à travers les arbres, à travers les oiseaux, à travers les fleurs, et qui me parlait beaucoup de l'arbre qui est la transmission, avec ses racines, avec ses branches qui se déploient, ce symbole entre ciel et terre. D'ailleurs, le logo de notre association, on a changé de logo et on a choisi l'arbre parce que j'avais remarqué que les personnes en soins palliatifs revenaient toujours sur cet arbre. Même le petit garçon en soins palliatifs dont j'ai parlé tout à l'heure, non, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'avais accompagné un petit garçon en soins palliatifs qui est mort 3 jours plus tard. Et dans sa chambre, il avait dessiné un très bel arbre à la peinture, comme ça. Hervé qui avait fait une aquarelle de l'arbre aussi, qui était magnifique, qu'on a mis dans son livre. Et puis Elisabeth qui me parlait de l'arbre pour la transmission, l'arbre familial aussi. On voit les arbres généalogiques. Donc oui, effectivement, ce que dit Sylvain Tesson me touche, me parle. Je pense que les gens sont dans ce moment extrême de fin de vie où il est urgent de dire, de se raconter à ses proches, et puis de faire passer des messages d'amour, des messages pour dire aux autres faites tout ce que vous avez à faire, ne réfléchissez pas, foncez, osez. Ça, c'est un mot que j'entends souvent. N'ayez pas de regrets. C'est très important de permettre cette parole pour ceux qui restent. Vous dites d'ailleurs que ce métier a changé votre rapport à la mort et donc conséquemment à la vie aussi. Je pense qu'on ne fait pas ce métier par hasard. Peut-être que, je dis bien peut-être parce que je n'ai aucune réponse finalement. L'inconscient est tellement puissant et contrôle tellement de choses que notre conscient ne maîtrise pas du tout. Je pense que peut-être j'avais moi-même une peur de la mort, puisque je suis allée voir de plus près à quoi ça ressemble en accompagnant des personnes en soins palliatifs. Mais peut-être pas. Je ne sais pas répondre vraiment à cette question. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est venu valider le fait qu'il y avait un vrai besoin dans ce moment de fin de vie, d'être là, d'être une main tendue tout simplement, ou une main qui va écrire à la place de l'autre parce que l'autre ne peut plus le faire. Ensuite, je dirais que mon rapport à la vie a changé parce que effectivement, je sais que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, même si on le sait toujours, on nous le dit, mais tant qu'on n'a pas vécu l'expérience de la maladie, qu'on ne l'a pas approchée de très près, on n'est pas tout à fait conscient de ça quand même. Alors il y a eu toute une période d'ailleurs où j'étais inquiète. Je me disais, mais oui, je peux perdre mon compagnon ou mes parents comme ça demain en un accident et tout est fini. Et donc il faut vivre le temps présent pleinement, il faut pas perdre de temps. Finalement, tous les conseils que me donnent les personnes en soins palliatifs dans leurs livres, enfin qu'elles ne me donnent pas à moi, qu'elles donnent à ceux à qui elles les transmettent, mais j'en suis aussi bénéficiaire quelque part. Donc voilà, il y a eu tout ça, il y a eu toutes ces périodes que je traverse avec des moments où il y a de l'inquiétude, ou des moments où je me dis, oui, il faut foncer, il faut rien regretter. Et puis je navigue avec tout ça. Et chaque jour est différent. Et puis j'évolue au sein de ces incertitudes, puisqu'on ne sait pas quand ça se produira. Mais la mort est finalement là, elle rôde. Et c'est apprendre à vivre pleinement la vie
même si on sait que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. On va terminer sur une note un peu plus légère. On l'a un petit peu mentionné au cours de cette interview, mais vous êtes passionné de littérature, les mots, les livres, c'est un petit peu toute votre vie. J'aimerais vous demander quels sont vos derniers coups de cœur littéraires ? J'ai lu beaucoup de livres ces derniers mois. Il y en a un que j'ai particulièrement aimé. Ça s'appelle « Avant que le monde ne se ferme » de Mascaro. C'est un très beau livre sur la Seconde Guerre mondiale du côté des Tziganes. Donc c'est un livre qui est très émotionnel, qui m'a beaucoup bouleversée, qui m'a mis la larme à l'œil. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai aussi beaucoup aimé Les derniers jours de Stefan Zweig de Laurent Sexic parce que j'aime beaucoup Zweig. Et puis quand j'étais jeune étudiante, j'ai lu beaucoup de ses livres. Et là, ça raconte ses derniers jours au Brésil avec sa femme. Et puis un petit roman dernièrement que j'ai trouvé assez chouette, assez bien mené, qui s'appelle « Un jour ce sera vide » de Hugo Lindenberg. Un roman qui se passe en bord de mer avec un petit garçon et une famille un peu spéciale. Bon, ben moi personnellement, je vais les ajouter dans ma pile à lire. déjà importante, mais... pour terminer, j'aimerais inviter nos auditeurs à parcourir votre site internet Traces de Vie. Vous êtes actuellement en campagne de financement pour 2022. Alors voilà, ça me semblait important d'inviter nos auditeurs à se renseigner parce que quand j'ai découvert votre projet, j'ai tout de suite eu envie de recueillir votre témoignage et d'offrir une fenêtre de visibilité à cette cause, parce qu'on peut appeler ça une cause comme une autre, qui est certes moins populaire, moins visible, mais j'avais envie de mettre un coup de projecteur sur cette initiative qui est en train d'essaimer un petit peu partout et puis de se structurer aussi. Alors voilà, donc j'invite les auditeurs à faire un don et on peut aussi lancer un appel aux bailleurs de fonds, que ce soit des fondations ou des entreprises, de vous contacter si elles sont interpellées par ce qu'elles ont entendu. Vous avez également une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner et puis vous êtes présent sur les différents réseaux sociaux, notamment Facebook. Est-ce que vous êtes présent sur d'autres plateformes ? Je crois qu'on a Instagram maintenant. Et Instagram, voilà. Merci beaucoup, Christelle Cuinet, pour votre témoignage. On vous souhaite beaucoup de succès dans votre projet et bravo pour tout ce que vous avez accompli jusque-là. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de m'avoir invitée. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission ? Dites-le moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène@philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.